Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de nous rejoindre pour Dimanche en politique sur France 3 à Lorraine. Dans le cadre du grand débat national initié par le gouvernement à la suite du mouvement des Gilets jaunes, les citoyens, vous le savez, sont invités à s'exprimer sur différents sujets, la transition écologique, la démocratie ou encore les services publics et bien sûr la fiscalité. La justice fiscale est au cœur des réunions publiques et dans les cahiers de doléances. On en parle aujourd'hui avec nos différents invités. Quels impôts faut-il baisser? Que faire pour rendre une fiscalité plus juste et plus efficace pour les entreprises et les particuliers? Vous pouvez évidemment réagir sur les réseaux sociaux. Le mot-clé s'affiche sur votre écran. Dimpol, Lorraine. Sont venus nous rejoindre tout d'abord Émilie Cariou, bonjour. Bonjour. Vous êtes députée La République En Marche de la Meuse et vous êtes vice-présidente de la Commission des Finances. Vous êtes spécialiste de la fiscalité, parce que vous avez été inspectrice des impôts et vous avez fait partie dans votre carrière de nombreux cabinets ministériels sur ces questions fiscales. Philippe Thierry, vous êtes président des maires ruraux de Meurthe-et-Moselle. Et vous êtes maire de Lenoncourt. Bonjour, merci d'être venu nous rejoindre. Bonjour. Et puis Michael Zenèvre, vous êtes chef d'entreprise, vous êtes président de la CPME des Vosges et vous représentez combien de chefs d'entreprise par exemple? Sur le département des Vosges, à peu près 3500 chefs d'entreprise. Alors on va parler ensemble de fiscalité, mais avant d'engager le débat, je vous propose de regarder ce reportage. C'est un symbole du ras-le-bol fiscal de certains contribuables, la taxe d'aménagement. Certains l'appellent la fameuse taxe sur les abris de jardin. Elle va augmenter cette année. On regarde le reportage et on en parle juste après. Dans son jardin, un cabanon en bois. 15 mètres carrés sans fondation, transformé en petite boutique. C'est juste un jeu de construction avec des lattes qui s'imbriquent les unes dans les autres. Donc c'est livré tel que, en tout démantelé. Et donc il suffit juste de le monter. Là c'est mon mari avec des amis qui s'en sont chargés. Coût 1 500 €. Mais elle a dû payer en plus une taxe de 789 €, pratiquement la moitié du prix. Je me suis dit c'est pas proportionnel. Autant payer une taxe, je trouve ça potentiellement normal. D'avoir un montant quasiment aussi élevé que ça, non en effet je m'y attendais pas. Une taxe qui va augmenter cette année de 3,8 %. Elle n'est due qu'une fois dans les 6 mois après la construction d'un abri-jardin, d'un garage ou encore d'une cave. La règle, à partir de 5 mètres carrés et d'1,80 m de haut, il faut payer. Mais combien? Cela dépend des endroits. Car les sommes sont reversées aux communes, départements et régions, mais chacun a son mot à dire sur le montant de sa part. Cette nouvelle augmentation attise la colère des associations de contribuables. C'est encore la zone rurale là, qui va trinquer. Parce qu'a priori, ce genre d'abri pour jardin, ils existent plutôt en zone rurale. Cette propriétaire a installé son abri de jardin en 2018. Avec la hausse de 2019, elle aurait renoncé à son achat, dit-elle. Nous avons déjà payé l'aménagement de notre maison, on a déjà payé la TLE, la taxe locale d'équipement. Quand nous avons fait le double garage, on a repayé une taxe d'aménagement. Et donc pour l'abri de jardin, on paye de nouveau une taxe d'aménagement. Donc ça fait vraiment beaucoup de taxes. Seul moyen de voir cette taxe baisser, espérer que la commune où l'on habite exonère ses contribuables. Vous confirmez, Émilie Cariou, elle va augmenter de 3,8 % en 2019. Alors en fait, la taxe locale d'équipement a été refondue au sein de la taxe d'aménagement, qui est une taxe qui alimente les finances des collectivités locales. L'augmentation, elle va être due à l'indice du coût à la construction qui est fixé par l'INSEE. Et après, les collectivités locales ont aussi leur mot à dire dans la fixation des taux. Donc là, on l'a bien vu à la fin du reportage, on dit effectivement la collectivité locale peut renoncer à cette taxe locale. Alors vous savez que chaque aménagement foncier qu'on crée alimente est fiscalisé au profit notamment des collectivités locales. Sauf que ça aura une incidence sur la taxe d'habitation, sur la taxe foncière. Alors je ne sais pas si dans votre commune, par exemple, vous appliquez cette taxe, évidemment, ou alors vous diminuez les taux. La taxe d'aménagement, elle est obligatoire de toute façon pour les constructions. Ce qu'on peut exonérer, c'est l'application de la taxe d'aménagement sur les abris de jardin. Elle existe forcément sur tout le reste, notamment les constructions nouvelles. Par contre, c'est la barre, c'est le seuil des 5 mètres carrés qui fait que les abris de jardin sont impactés par cette mesure. Si vous voulez, l'État a dit, au-delà de 5 mètres carrés, on paye des taxes d'aménagement. Donc un abri de jardin qui va faire 6 mètres, il payera sa taxe d'aménagement. Mais c'est vrai, ce qui est dit dans le reportage, c'est une mesure qui va impacter principalement les zones rurales.
Il y a effectivement des jardins aussi en agglo, mais c'est vrai que ça va être, comme la taxe carbone, quelque chose qui impacte beaucoup plus le milieu rural. Michaël Zenef, vous n'êtes pas du tout concerné par la taxe d'aménagement sur les abris de jardin. Les chefs d'entreprise ont beaucoup parlé fiscalité, par exemple, dans les débats que vous avez animés. Beaucoup sur le cumulatif de la fiscalité, c'est-à-dire que chaque collectivité lève de la fiscalité, les organismes publics, parapublics lèvent aussi les impôts ou les taxes, donc on arrive à des cumuls relativement importants, donc, et dans lesquels on ne voit pas le retour de service ou la valeur ajoutée des services apportés par les différentes structures. J'ai noté quand même dans le reportage que le premier cabanon de jardin était un cabanon de jardin d'une entreprise avec une enseigne. Donc, quand on a une entreprise, on paye des taxes locales. C'est plus vraiment un cabanon de jardin. Oui, dans la deuxième, c'était vraiment un cabanon pour mettre ses outils, apparemment. Vous avez animé des débats. La fiscalité, c'était au cœur des débats et c'est au cœur des cahiers de doléances, par exemple. C'était au cœur des cahiers de doléances. D'ailleurs, par l'analyse qui a été faite par les maires ruraux de France, les cabinets extérieurs, c'est le deuxième point qui ressort sur tous les points. Le premier, c'est la justice sociale. Le deuxième, c'est la justice fiscale. Ça, effectivement, c'est ressorti. Ensuite, vous avez l'aménagement des territoires et vous avez aussi l'organisation territoriale. Alors, par exemple, sur la fiscalité, ils demandaient, je ne sais pas moi, la fin de la taxe sur les cabanons de jardin ou au contraire, ils voulaient des précisions sur la taxe d'habitation. Que disent-ils ? Il y a un premier point qui est ressorti, c'est l'égalité devant l'impôt et devant l'effort fiscal. Ça, c'est un point qui ressort souvent. Le rétablissement de l'ISF, par exemple, ressort en permanence. Ensuite, il y a eu la lutte contre l'évasion fiscale. Et puis, en même temps, il y a une grande demande qui est faite, c'est la refonte de l'impôt en France, en tout cas. Ça, c'est les grandes têtes de chapitre, en réalité. Alors, par exemple, quand on parle d'impôts, certains parlent aussi de la taxe d'habitation. Elle sera supprimée pour tous, oui, ou pour seulement 80% des Français ? Alors, vous le savez, quand on a adopté le texte qui supprime la taxe d'habitation pour 80% des Français sur 3 années, le Conseil constitutionnel nous a donné une alerte en disant que si on gardait que 20% des personnes taxables, on risquait d'avoir un problème d'équité devant l'impôt. Donc, le président de la République a annoncé qu'on allait supprimer la taxe d'habitation pour tout le monde. Pour l'instant, on est toujours sur ce projet-là, ce projet de le faire. Donc, il va falloir le financer si on fait ça. Et notamment, il faut trouver la recette qu'on va affecter aux collectivités locales, donc sans création de nouvelles taxes. Ça veut dire qu'on va dériver une partie des recettes qui vont ailleurs aujourd'hui, peut-être au niveau de la région ou au niveau de l'État, vers notamment les communes. Puisque, vous le savez, depuis 10 ans, on a cessé de baisser les recettes des communes. Or, nous avons pris l'engagement de ne plus baisser les dotations aux communes de moins de 50 000 habitants. Et c'est ce que nous faisons depuis 2017. On n'a pas baissé les dotations aux communes rurales. Donc quand j'entends l'accusation de lutte contre la ruralité, c'est faux. Au contraire, on a maintenu les dotations aux collectivités, notamment aux petites communes. Alors aujourd'hui, 44% des Français payent l'impôt sur le revenu. Est-ce que ça a été évoqué, par exemple, dans les débats ou dans les cahiers de doléances, faire que tout le monde paye un impôt, même symbolique soit-il ? Ça a été évoqué dans les débats, c'est ressorti assez souvent. Finalement, qu'il convenait même de payer au premier euro l'impôt, même de manière symbolique, pour ceux qui ne le peuvent pas, en faisant quand même très attention à la vraie pauvreté. Mais en tout cas, parce que derrière ça, il y a des services publics. Enfin, il y avait des services publics. Et donc, par le fait, ça met un peu tout le monde devant ses responsabilités. Et c'est très bien, mais il faut faire attention. C'est-à-dire, une autre possibilité, c'est de mettre beaucoup plus de tranches, par exemple. Oui. Je voulais juste une petite réponse sur ce qui a été dit là, sur la taxe d'habitation. La taxe d'habitation, effectivement, elle va être supprimée progressivement. Il va y avoir un dégrèvement de l'État. Dans la solution, c'est l'État va se substituer à tout ça en se basant sur l'année 2017. Mais il faut comprendre quand même qu'à un moment ou à un autre, les communes auront besoin d'augmenter leur pression fiscale si l'État se désengage. C'est-à-dire qu'il ne peut pas dire « je rends ce qu'on avait ». C'est comment on fait pour évoluer derrière les communes afin de pouvoir satisfaire les besoins des gens et les services qui sont attendus. Vous n'êtes pas d'accord avec ça ? Michaël Zenef ? Non, parce qu'on ne se pose pas la vraie question. Et la vraie question que les chefs d'entreprise mettent au débat, c'est de dire quel service on veut. On veut
du mieux de services et plus de services. On entend d'un côté, dans le monde rural, moins de services. Mais quand on voit d'un autre côté qu'il faut lever l'impôt pour construire un bâtiment ou des piscines à tout va, etc., et qu'on n'a pas regardé l'opportunité, est-ce que c'était nécessaire ou pas, il faut d'abord commencer par réformer la dépense publique. Réformer la dépense publique. On a des doublons, des triplons, on a des strates de collectivités où chacun y va de sa petite subvention ou de sa dépense extraordinaire pour exister. Nous pensons qu'il faut faire de vraies économies et repenser la notion de service et notamment la penser en termes de valeur ajoutée. C'est là que la Cour des comptes pourrait avoir un vrai rôle à jouer. Les collectivités locales doivent faire des économies, c'est ça que vous dites? L'État aussi. En tous les cas, il y a urgence à rationaliser la dépense publique de l'État et des collectivités locales. Bon, moi, je suis sur une circonscription où il y a beaucoup de très petites communes. Elles ont très très peu de recettes fiscales. Je pense que le fait de regrouper des communes peut être une bonne chose. Il faut que ça se fasse sur la base du volontariat. Parce que quand on fait fusionner des communes de force, ça ne marche pas du tout. Mais en revanche, celles qui veulent le faire, je pense que c'est une des solutions pour faire un certain nombre d'économies. Après, il y a d'autres strates. Déjà, il y a les grandes métropoles qui ont des recettes abondantes. On a les départements et les régions. Moi, je pense que chaque strate de l'organisation territoriale, des collectivités et de l'État doit faire un effort. Mais ça veut dire réformer l'action publique de l'intérieur. Voilà, et ça demande un travail en profondeur. Quand on parlait de l'impôt pour tous, quel est votre point de vue là-dessus? Alors moi, sur le papier, c'est très beau comme idée de rétablir le lien social par l'impôt en disant tout le monde paye de l'impôt au premier euro. Cela étant, aujourd'hui, les gens qui ne payent pas d'impôt sur le revenu, ce sont des gens qui ont des très petits revenus ou qui sont aux minima sociaux. Ou alors des gens qui gagnent peut-être un peu plus que le revenu minimum imposable, que la première tranche, mais qui, par l'effet du quotient familial, se retrouvent non imposables. Donc, ils ont des charges de famille. Donc, aujourd'hui, quand on ne paye pas d'impôt, c'est parce qu'on a des charges de famille ou on a des très petits revenus. Est-ce que c'est le moment, alors qu'on vit une crise majeure de pouvoir d'achat, d'aller prélever 1 ou 2 euros sur l'allocation adulte handicapé ou le minimum vieillesse? Moi, je ne le pense pas. Et je ne pense même pas que ça rétablira le lien social de quoi que ce soit, puisque maintenant, nous sommes en prélèvement à la source. Donc les personnes ne se rendront même pas compte de la raison pour laquelle on leur prend 2 euros par mois sur leur minimum vieillesse. En revanche, allons chercher peut-être l'euro, l'impôt au dernier euro. On se rend compte qu'au-dessus d'un certain niveau de revenu, l'impôt n'est plus progressif. Vous savez que la progressivité de l'impôt, ça veut dire que plus vous gagnez d'argent, plus le taux d'imposition est élevé. Mais au-dessus, et donc les classes moyennes contribuent beaucoup au paiement de l'impôt. Mais au-dessus d'un certain niveau de revenu, donc au-dessus notamment de 100 000, 200 000, 300 000 euros, là on est vraiment sur une toute petite proportion de la population, l'impôt n'est plus progressif pour 2 raisons. Parce que déjà la structure des revenus est très différente, ce sont des revenus du capital, des dividendes, des plus-values, et parce qu'il y a un usage beaucoup plus massif des niches fiscales. Donc peut-être que ça, on peut le travailler de l'intérieur, encore une fois en finesse. Alors les niches fiscales, il en existe beaucoup, 474, c'est ça, voilà. Des entreprises en bénéficient, des niches fiscales. Vous êtes d'accord, il faut supprimer les niches fiscales, toutes les niches fiscales ou certaines, lesquelles? Alors en ce qui concerne les entreprises, et là je parle au nom des 300 chefs d'entreprise qui ont apporté leur réponse, c'est quasi unanime. En France, il y a plus de 6 000 aides pour le monde économique. C'est 120 milliards tous les ans qui sont versés. Type d'aide, par exemple, c'est l'État qui fait une baisse sur les contrats. La prime Macron, par exemple, il y a un système d'aide derrière. Une entreprise la prime Macron, c'était la fameuse prime, voilà, etc. Donc un certain nombre d'exonérations sont pris en charge sur ce système-là. Mais il y a des subventions à l'investissement, des subventions à l'international, etc. On s'aperçoit que globalement, ces aides, à plus de 80%, elles vont sur les grandes entreprises ou la grande distribution, c'était le cas du CICE en particulier, et qu'elles ne bénéficient pas au tissu économique des artisans, des petits chefs d'entreprise, des petites entreprises, non, très peu, puisque proportionnellement, et qu'aujourd'hui, on a une vraie problématique dans l'opinion, c'est-à-dire des salaires trop bas, on a des salariés pauvres, le gap entre ne pas travailler et travailler est trop faible, on a des entreprises qui ont trop de charges, trop de cotisations. Donc, et pas que les cotisations, il y a les impôts indirects, les collectivités, tout le monde y va de son impôt. Donc on est dans un vrai dilemme. Et le vrai dilemme, c'est pas simplement d'augmenter les charges ou les salaires ou les charges. Il faut raisonner. On a 100 milliards de subventions aux entreprises et les chefs d'entreprise sont prêts à abandonner... Les 120 milliards. Pas les 120 milliards, les 100 milliards de subventions à contrepartie
que l'État et les collectivités, au lieu de prélever, de verser ces 100 milliards, les reversent aux caisses de sécurité sociale, retraite et autres, parce qu'il y aurait une baisse, et une baisse généralisée, 300 € par mois et par salarié, sans effet de seuil, parce que les effets de seuil, on a beau dire, on fait des exonérations sur les bas salaires, mais les bas salaires restent toujours bas salaires. Donc il faut supprimer ces effets de seuil. Donc 300 € d'économie, 150 € pour chacun des salariés, qu'on soit au SMIC ou à 2 fois le SMIC ou 3 fois le SMIC, peu importe. Donc si je résume, on enlève les niches fiscales pour les entreprises et on augmente les salaires. Là, c'est simplement les subventions. Par contre, il y a un système de subventions, et ça équivaut en gros à 20 milliards actuellement, c'est les prêts d'honneur, les prêts à taux zéro et le cautionnement bancaire. Et là, c'est le système financier qui doit financer et d'amener des garanties. Là, on a un vrai rôle d'effet levier. Verser une subvention de 4 ou 5 000 € à une entreprise artisanale qui va se créer, ça n'a aucun intérêt. Il vaut mieux faire un prêt d'honneur à 20 000 €, puisque les besoins sont de 15 à 25 000 €, ou du cautionnement bancaire, c'est la banque qui prête. Donc c'est revoir toute notre aide à l'entreprise, en contrepartie de baisser les charges. Et tous les chefs d'entreprise avec qui qu'on a pu discuter lors de ces débats étaient tous d'accord pour dire, si on a 300 € de baisse de cotisation, à condition que les subventions soient versées aux caisses, retraites, etc., sur ces 300 €, 50% aux salariés, donc 150 € tous les mois, et 150 € à l'entreprise pour sa compétitivité et ses fonds de roulement et ses fonds propres. Là, on est dans une vraie dynamique. Mais ça demande aussi, petit à petit, à faire de vraies économies sur les collectivités et la dépense publique. Une simplification administrative. L'exemple de la proposition de Macron, qui était une bonne chose, la prime 1 000 €, ou les exonérations Fillon à une certaine époque. Sauf qu'aujourd'hui, on a des redressements d'entreprises sur les exos Fillon, parce qu'il y a de la complexité. Sur Macron, tout le monde s'est dit, je vais pouvoir donner, mais je donne un peu à la tête du client. C'était les primes de fin d'année. C'est pas légal. Donc on va avoir un retour de bâton de contrôle d'URSSAF qui vont contrôler et payer des cotisations sur les choses. Donc, à chaque fois qu'on fait quelque chose, et je parle à Madame la députée qui vient de Bercy, c'est qu'à chaque fois qu'on veut faire quelque chose de simple et de pragmatique, on a l'institution, on va dire, derrière, qui fait compliqué parce qu'elle veut en récupérer un petit peu plus et qu'on en donne un peu moins. Et ça, il faut que ça change. Qu'est-ce que vous pensez de cette proposition de dire, les 100 milliards, on les met de côté, on les reverse aux caisses et on augmente les salaires? Ça vous paraît jouable, faisable? En tous les cas, ça me paraît déjà plus intéressant que les propositions type croissance plus qui disent moins 100 milliards de fiscalité mais sans aucune solution de quoi que ce soit à côté. Donc déjà, ça me paraît plus intéressant. Alors, vous savez que la baisse des charges, et notamment des charges qui pèsent sur les salaires, on a porté ça dans notre programme et on a commencé à les faire baisser. On a commencé à les faire baisser en 2018 et ça va continuer en 2019. Ça, c'est pour gagner des gains d'attractivité sur le coût du salaire. Vous avez dit quelque chose de très intéressant sur le niveau des salaires en France. Parce que là, on est dans une crise majeure de pouvoir d'achat, je le redis, mais qui est... Moi, j'ai beaucoup rencontré les Gilets jaunes, la plupart travaillaient. C'était des gens qui travaillaient, mais qui n'arrivent plus à s'en sortir. Les salaires sont trop bas en France et surtout, c'est pas trop le salaire minimum. Il n'est pas plus bas qu'ailleurs en Europe. Notre salaire minimum, voire parfois, il est plus élevé que beaucoup de pays. En revanche, la progression salariale, alors là, elle n'est pas du tout au rendez-vous. Et donc, ça veut dire que l'expérience dans une entreprise, ça se rémunère et qu'il faut que les entreprises puissent avoir ces marges de manœuvre pour mieux rémunérer et fidéliser leurs salariés. Vous savez qu'on est en tension sur beaucoup de secteurs d'activité aujourd'hui, tension sur l'emploi. On a chômage de masse et des chefs d'entreprise qui n'arrivent pas à embaucher. Donc, il y a un problème de formation professionnelle, certes, mais il y a aussi un problème d'attractivité du travail, faire que le travail rémunère mieux. Alors, vous avez parlé des impôts avec les citoyens. Ils vous ont parlé, par exemple, je ne sais pas, de la taxe sur les multinationales, sur la fraude fiscale. Ils ont évoqué des sujets comme Ils ont évoqué la fraude fiscale, oui. Tout à fait. Assez souvent, d'ailleurs, en disant que la personne qui a été prise la main dans le pot de confiture, qu'il n'y ait pas moyen de négocier, que ce soit la même justice lambda, c'est-à-dire on paye le capital et on a ses 10% comme tout le monde, comme vous et moi, si jamais on fraudait. Une demande aussi qui est faite, c'était de dire il faudrait que ce soit un organisme indépendant de Bercy qui aille contrôler un peu tout ça et qu'on fasse vraiment de la fraude fiscale un vrai sujet pour amener les quelques milliards. Je ne suis pas comme mes collègues, je n'ai pas tous les chiffres en tête. C'est combien la fraude fiscale Non, mais il y a un rapport du syndicat Solidaire Finances Publiques qui chiffre à 80 ou 100 milliards d'euros le montant des prélèvements obligatoires fraudés ou éludés avec des mécanismes d'optimisation fiscale. Ce chiffre, il est validé par personne aujourd'hui, il n'est pas validé par Bercy. Gérald Darmanin a dit on va monter un comité d'études pour approfondir ça. L'Union européenne chiffre à 1 000 milliards d'euros le montant de la fraude fiscale en Europe par an.
Voilà. Mais alors, moi, je mets fin tout de suite à ces fantasmes de gens qui ne payent pas les redressements fiscaux. C'est faux. Je pense que le chef d'entreprise qui est ici présent peut le dire. Quand on a un contrôle fiscal, il y a toujours des... Bon, soit tout est nickel, et à ce moment-là, il n'y a pas de redressement, ce qui arrive très fréquemment. Quand il y a des redressements, parfois, les redressements sont dus à des erreurs de bonne foi. Et donc, dans ce cas-là, il n'y a pas de pénalité financière en plus. L'entreprise ou la personne rembourse ses impôts et c'est tout. Quand on est face à quelque chose de frauduleux, que ce soit une personne physique ou une entreprise, il y a des pénalités financières en plus. Il n'y a aucun moyen de négocier sur le montant des impôts à payer. Et donc ça n'a jamais été le cas. Et quant à la pénalisation des dossiers, savoir est-ce qu'on va devant un juge au pénal en plus, et c'est toujours du plus, c'est-à-dire qu'on ne s'exonère pas de l'impôt. Si, les dossiers qui sont portés au pénal par le fisc, aujourd'hui il y en a 1000 par an sur les 50 000 contrôles fiscaux. Bon, vous savez, on a réformé ça. Moi, j'ai porté la loi fraude. J'étais rapporteur de cette loi fraude. On a levé le verrou de Bercy, le fameux verrou de Bercy, pour faire en sorte que le juge et l'administration fiscale travaillent en partenariat. On a levé le secret fiscal sur les parquets et les procureurs, ce qui est inédit en France, pour lutter plus efficacement contre la fraude fiscale. Donc, justement, nous avons légiféré en la matière. Alors... Il nous reste très peu de choses. Parce que j'aimerais quand même répondre sur 2 points, si vous permettez. Très rapidement. Sur un point quand même qui est important, de dire que les collectivités doivent faire leurs efforts. Je rappelle que depuis 2008, les communes participent à la réduction du déficit public. Et il faut comprendre aussi que dans les mesures qui sont prises de baisse de dotation des collectivités territoriales, derrière, vous avez les travaux publics qui souffrent. Il n'y a plus de travaux, donc il y a des pertes d'emplois, etc. Mais c'est la vérité. Demandez à différents syndicats des travaux publics, vous verrez ce qu'ils vous diront. La commande publique baisse énormément. Une question sur les niches fiscales. Il faut les supprimer ou pas les supprimer? Et si oui, lesquelles? D'abord, on ne traite pas de niches fiscales de manière indifférenciée. Pour les personnes physiques, sur l'impôt sur le revenu, on a des niches qui ont un objectif de politique familiale, des niches qui ont un objectif de politique sociale et d'autres d'incitation économique ou d'incitation à la création notamment de logements. Donc dans ces niches, tout n'est pas à jeter, loin de là, encore une fois. Donc, sauf à changer complètement le système d'impôt sur le revenu, est-ce qu'il faut faire la fusion IR-CSG? C'est un sujet qui a été évoqué dans les grands débats, ça se regarde, mais en tous les cas, on peut quand même travailler ce sujet des niches fiscales. Moi, je pose une question. Sur la niche service à la personne qui vaut 4 milliards d'euros en France, il y a 1 milliard d'euros qui va à des gens qui gagnent plus de 100 000 euros. Est-ce qu'il est normal de rembourser 50% du salaire d'une personne qui gagne 500 000 euros et qui emploie son jardinier? Je ne sais pas si c'est à l'État de payer ça, par exemple. Donc, est-ce qu'on peut regarder de manière un peu plus fine? Parce qu'on a toujours ce débat binaire, toutes les niches ou aucune niche. Moi, je pense que la vérité est au milieu. Alors, le gouvernement, il nous reste très peu de temps. Le gouvernement a présenté cette semaine au Conseil des ministres la fameuse loi pour les GAFA. Vous allez d'ailleurs être, je crois, nommé responsable du texte. Le gouvernement espère récupérer 500 millions d'euros. C'est pas énorme. Parce que c'est une taxe qui porte sur une partie de l'activité des GAFA, sachant que le vrai objectif et le but de guerre sur les GAFA, c'est d'arriver à fiscaliser les résultats, donc les bénéfices imposables à l'impôt sur les sociétés. Donc là, c'est une taxe temporaire qui vient prendre les prestations de publicité et les prestations des plateformes qu'aujourd'hui, on n'arrive pas à appréhender ni par la TVA, ni par l'impôt sur les sociétés. Dites-moi, beaucoup de chefs d'entreprise sont sceptiques ou au contraire, y croient à ces grands débats et qu'on va justement bousculer un peu la table et remettre les choses à plat, et notamment sur des questions de fiscalité? Je pense que les chefs d'entreprise sont assez pragmatiques et ont fait que des propositions pragmatiques. Et de l'intérêt général, c'est-à-dire pas les opposer. Mais vous parliez de niche fiscale, etc. Le crédit d'impôt sur les économies d'énergie. Il faut avoir le label RGE pour l'entreprise. Mais on ne vérifie pas d'où vient le matériel, on ne vérifie pas la labellisation des personnes qui vont faire les choses, notamment l'isolation à 1 euro. Donc on a du tout et n'importe quoi. Donc là, il y a un vrai débat à avoir, puisqu'on a pas mal d'entreprises qui viennent de l'étranger, qui s'appuient sur une entreprise locale qui a un RGE, et les travaux sont faits n'importe comment. Donc là, c'est aussi... Mais en plus, on donne de l'argent, c'est nos impôts. C'est suppression des régimes spéciaux de la sécurité et des retraites, et d'avoir une sécurité sociale, par exemple, identique pour tout le monde. Suppression du RSI, donc avoir un régime de sécurité sociale. Non, il y a encore 2 régimes particuliers. C'est une mutation. Et pour répondre purement à votre question, ce qu'on attend à la sortie du débat, c'est que le gouvernement, les parlementaires qui vont avoir en main toutes ces idées, fassent une proposition de 50-60 idées pour les 4 grandes thématiques et relancent le débat sur une quinzaine de jours sur la plateforme nationale pour que chacun aille voter, que chacun des citoyens vote pour les propositions prioritaires. On ne pourra pas tout faire. Les citoyens sont sceptiques quant à l'issue de ces débats ou au contraire, ils sont plutôt optimistes en se disant c'est bien, on nous consulte et
On va sans doute y voir quelque chose. Tout le monde est content du dialogue. Il y a une forme de scepticisme. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qui va ressortir de tout cela? Notamment quand je vois les débats, on a des débats techniques. Les gens, ce qu'ils veulent, c'est comprendre. Je veux dire, rester dans la compréhension. Tout ce qui est dit dans les cahiers de doléances, c'est des gens qui le disent avec souvent leur cœur, avec les difficultés qu'ils rencontrent. Ils ne sont pas dans la technicité. Ils sont dans un cri au secours. Et quelque part, il faut y répondre. Si on n'y répond pas, si on n'y répond que par des discussions très techniques, en centaines de milliards, en réduisant les niches fiscales, là, ça n'ira pas. Faire voter les gens sur des propositions, ça vous paraît une bonne idée, ça? En tous les cas, je pense qu'il faut absolument qu'on rénove notre processus démocratique et faire des processus de consultation beaucoup plus systématiques sur les grands projets de texte, les grandes réformes. Je pense que c'est nécessaire et c'est une très bonne idée. Merci à vous d'avoir participé à cette émission. Dans un instant, Dimanche en politique se poursuit avec Francis Letellier. Avant cela, évidemment, vous avez rendez-vous avec Régis Codu pour faire un point sur l'actualité dans notre région. Excellente journée à tous sur France 3.